Dans ce chapitre 7, on s'intéresse au diagramme thermodynamique. Alors on va voir qu'il y en a de plusieurs sortes et qu'ils peuvent avoir des aspects assez barbares, comme celui-là par exemple, mais tous regroupent les mêmes informations, les états de la matière, les fonctions d'état, les grandeurs énergétiques, et qu'ils sont ultra utiles à partir du moment où on commence à savoir les utiliser. Alors, on va commencer par le diagramme pression-température pour un corps pur. Voici le diagramme classique pour un fluide classique. En gros, ça veut dire pas l'eau, mais tous les autres quasiment. Avec les trois phases, solide, liquide et gaz, et les courbes d'équilibre entre ces trois phases. Il y a deux points particuliers qui sont ici et ici, le point triple et le point critique. Vous avez les définitions qui sont juste en dessous. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la courbe d'équilibre solide-liquide, celle qui est à ce niveau-là, n'a pas de limite vers le haut, alors que la courbe d'équilibre liquide-vapeur... Oula, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est revenu à peu près normal. La courbe d'équilibre liquide-vapeur, elle s'arrête en fait au niveau du point critique, et derrière, c'est le fluide supercritique. Vous avez la définition à ce niveau-là. Voilà pour le diagramme classique. Maintenant, le cas de l'eau est un petit peu particulier puisqu'en fait on a cette portion-là de la droite qui a cette courbe-là qui a une pente négative, ce qui n'était pas le cas pour le cas classique. Et ça donne des particularités à l'eau que vous pourrez voir dans les exemples qui vous sont donnés ici. Ce qu'on remarque du coup sur ce cas de l'eau, c'est qu'on va avoir deux types de vapeur. Le gaz qui va être compris dans cette partie-là... Dans cette partie-là du diagramme qui va être une vapeur sèche, c'est-à-dire le corps pur sous la seule phase gazeuse, qui va se comporter comme un gaz traditionnel. On a besoin de deux paramètres intensifs pour pouvoir le décrire, température et pression par exemple. Et la vapeur saturante ou la vapeur humide qui est sur la courbe ici en vert fluo. Ça, la vapeur saturante, en fait, c'est un gaz qui est en équilibre avec la phase liquide, donc on a équilibre entre les deux phases, gazeuse et liquide. Quand on est sur cette courbe, évidemment, température et pression sont reliées puisque pour une pression donnée, et on a une température et inversement. Et donc cette température qu'on a, cette pression qu'on a à ce niveau-là, c'est la pression de vapeur saturante et on la détermine grâce à la relation du Dupéré que vous avez juste ici. Cette relation du Dupéré n'est pas à prendre par cœur, elle sera toujours redonnée dans les exercices. Alors, autre type de diagramme, le diagramme pression, volume massique ou volume molaire. Donc, pression en ordonnée, volume massique ou volume molaire en abscisse. Pour tracer ce diagramme, il faut d'abord qu'on trace ce qu'on appelle les isothermes d'Andrews. Donc, on va tracer plusieurs isothermes et ces isothermes vont nous donner le diagramme final. Donc, pour tracer une isotherme, on commence par se placer du côté gazeux, comme c'est le cas par exemple ici. On a le gaz qui est enfermé dans une enceinte verticale à ce niveau-là. On est donc au point A ici. On part du point A et on appuie. Donc au point A, on a uniquement de la vapeur, c'est de la vapeur sèche. À partir de là, on appuie sur notre piston, on augmente la pression à l'intérieur de l'enceinte et on diminue forcément le volume massique. Ça, on le fait jusqu'à arriver au point V. Tout ce chemin-là se fait sous forme vapeur uniquement. Quand on arrive au point V, c'est ce que vous avez ici, on va avoir apparition de la première goutte de liquide. La vapeur devient donc saturante alors qu'elle était sèche jusque-là. À partir de là, on est du coup sur un changement d'état, c'est-à-dire qu'on a beau continuer à appuyer sur le piston, la pression ne va pas changer, la pression va rester en fait constante, égale à la pression de vapeur saturante. On aura de plus en plus de liquide à l'intérieur et de moins en moins de gaz jusqu'à arriver au point L où on n'aura plus que du liquide. Forcément, juste après le point L, si on continue à appuyer sur notre piston, d'un coup la pression va énormément augmenter, puisqu'on est cette fois-ci sur une phase incompressible et le volume va quasiment pas varier. Alors on augmente très fortement la pression sans forcément changer le volume. Donc tout ce qu'on vient de tracer là, du coup en noir, mais ce qui correspond à la courbe bleue, à cette courbe bleue là,
c'est ce qu'on appelle l'isotherme d'Andrews. Elle est valable pour une température donnée et on peut tracer plusieurs isothermes pour plusieurs températures. C'est ce qui nous permet de déterminer le diagramme PV au final. Le diagramme PV, du coup, à la fin, il ressemble à ça. Donc là, il y a plusieurs isothermes. Donc, par exemple, il y a l'isotherme à 560 Kelvin, 600 Kelvin, 647 et 700 Kelvin. On a donc une isotherme ici verte qui ressemble un peu à une hyperbole. Ensuite, on a l'isotherme qui passe par le point critique, qui est l'isotherme violette. Et en dessous, on a des isothermes qui ressemblent plus à ce qu'on vient juste de tracer, c'est-à-dire un truc très pentu, ensuite une partie constante, et ensuite ça descend doucement pour les deux isothermes. Ça, c'est notre diagramme PV. Alors, ce qu'on voit sur ce diagramme, c'est que en fait, tous les points particuliers là, où on a changement de pente sur nos isothermes, si on les relie entre eux, on forme la courbe en pointillé, qui est partout ici, tac, 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 jusque là. Cette courbe en pointillé totale s'appelle la courbe de saturation, c'est ce qui est ici. Elle est décomposée en deux parties. La partie violette ici, c'est ce qu'on appelle la courbe d'ébullition, et la partie de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la courbe de rosée. Donc la somme de la courbe de rosée et de la courbe d'ébullition forme la courbe de saturation. Voilà donc le diagramme en totalité. Sur ce diagramme, on va voir l'exemple du théorème des moments. Alors, le but du théorème de moments, c'est de déterminer les titres massiques des phases liquides et gazeuses à partir de diagrammes pour un point qui se situerait dans la phase où il y a du liquide et de la vapeur. Donc, par exemple, notre système est au point M, c'est-à-dire ici. Quelque part entre liquide et vapeur, il est donc constitué de liquide et de vapeur, et on veut savoir combien de liquide et combien de vapeur. On a le point V qui représenterait le système s'il n'était composé que de vapeur, et le point L qui représenterait le système s'il n'était composé que de liquide. Le théorème des moments, on ne va pas le démontrer, c'est un petit peu complexe, et donc vu les circonstances, c'est pas forcément le moment de se lancer là-dedans. Mais toujours est-il que c'est cette formule qu'il faudra appliquer par la suite. Donc le titre massique en vapeur de notre point M dépend du volume massique de ce point M, volume massique qu'on lit ici, des volumes massiques du point V et du point L, et la formule, elle est là. Donc soit on a le diagramme et donc on lit les valeurs sur le diagramme, soit on a des données de V, VL et VV, soit sinon on peut directement prendre notre règle et mesurer les distances qui sont ici LM, donc on prend notre règle et on mesure de L, si j'y arrive, jusqu'à L, et on divise par la longueur, décidément, L, LV. Je galère un petit peu, mais vous avez compris le principe, voilà, par la longueur LV. Voilà, c'est juste une question de mesure, en fait, à la règle. Évidemment, si on a XVAP, on en déduit ensuite XLIQ en faisant 1 moins XVAP. Alors, quelques commentaires sur ce théorème des moments. Déjà, on utilise des grandeurs massiques qui ne sont pas des grandeurs extensives, on ne peut pas les additionner. C'est-à-dire que le point M, c'est pas la somme du volume massique de la phase liquide et de la phase vapeur. Il faut bien multiplier à chaque fois par les titres de ces deux phases. Et enfin, et c'est ça le plus important, le théorème des moments, il est valable pour tous les diagrammes. Là, on a vu pour le diagramme PV, mais en fait, on verra pour les autres diagrammes, ça s'applique aussi. Et pour toutes les variables d'état, donc enthalpie massique, entropie massique, etc. Et donc, les formules, c'est les mêmes, il suffit juste de remplacer V par H ou par S ou par U, etc. Alors, en dessous, on a une petite application. Vous essayerez de faire le calcul, voir si vous obtenez bien le bon résultat. C'est une application du théorème des moments directs. Voilà ce qu'on peut dire pour le diagramme PV. Les autres diagrammes thermodynamiques, qui sont encore plus complexes que ça. Donc, il y en a 3. Il y a le diagramme anthropique, c'est celui-ci. Le diagramme des frigoristes, c'est celui-là. Et le diagramme de Mollier. Donc, ils ont tous les 3 à peu près la même forme. Je reviens au premier. C'est toujours constitué d'une cloche, toc, voilà, comme ça à peu près.
sous laquelle on a un mélange liquide-vapeur. À gauche, on aura uniquement du liquide et à droite, on aura uniquement de la vapeur. Et sur ces diagrammes, on peut lire différentes informations. Ici, dans le diagramme entropique, on a la température en fonction de l'entropie massique. Et on peut lire sur le diagramme en violet et en pointillé, là, ce sont les titres massiques en phase vapeur. Donc par exemple, si on se situe à ce point ici, ça veut dire qu'on est à 0,8 en XVAP. On peut lire la pression. Donc là, en l'occurrence, notre point, il est entre cette courbe-là de pression et celle-ci. Donc entre 62,3 kPa et 10,6 kPa. Donc après, il faut voir exactement où est-ce qu'on est placé. Et on peut lire l'enthalpie massique, qui est les courbes rouges. Donc là, c'est pareil, on a deux valeurs qui encadrent notre point pour les enthalpies massiques. Voilà pour le diagramme entropique. Alors évidemment, c'est pas à connaître par cœur. Vous aurez toujours sur les diagrammes les infos qui seront renotées. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. À chaque fois, vous saurez que les courbes vertes, là, c'est la pression. Alors ensuite, le diagramme des frigoïstes, c'est quasiment pareil. On a une espèce de cloche sous laquelle on a le mélange liquide-vapeur et donc à l'intérieur de laquelle on a les XVAP qui sont représentés. À gauche, on a du liquide, à droite, on a de la vapeur. Cette fois-ci, c'est la pression qui est représentée en fonction de l'enthalpie massique. Attention, dans ce cas particulier, la pression ici, l'ordonnée, est en échelle logarithmique. Donc il ne faudra pas se tromper quand on utilisera ça. Et ce qu'on lit là, donc ce coup-ci en vert, c'est la température et en rouge, c'est l'entropie massique. Donc par exemple, si je me place sur ce point-là, là j'ai un XVAP qui vaut 0,7, j'ai une température qui vaut 320 Kelvin, donc la température elle est là. Je la représente en entier, hein, touc. Et j'ai une entropie massique qui vaut 8,18 kJ par Kelvin et par kilo. Voilà pour ce diagramme-là. Et enfin, le diagramme de Mollier, c'est toujours pareil. Une cloche, du liquide, liquide-vapeur, vapeur. On lit cette fois-ci enthalpie massique en fonction de entropie massique. Et on a différentes données, donc pression et température, par exemple. Donc je reprends là pour les 3 diagrammes qu'on vient de voir. Ils sont un peu complexes et je passe vite dessus, mais c'est fait exprès. Vous n'avez rien à apprendre, il va falloir apprendre en fait à les utiliser. Et donc ça, c'est en TD que ça va se passer. Sur cette partie cours, là, on voit juste en gros la tête qu'ils ont, mais il va falloir vraiment les utiliser et se plonger dedans en TD. Voilà, bon courage.